Alors, comme tous les Français, en 1940, j'ai subi la débâcle. Je me trouvais d'abord à la suite d'un hiver particulièrement rigoureux en Normandie et j'ai attrapé une sorte de bronchite mal soignée. À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc, traiter une simple bronchite, c'était long. Et puis finalement, au mois de mai, c'était le début déjà des opérations. Le 10 mai, la fameuse attaque allemande sur les forces, enfin en France, attaque qu'on savait qu'elle allait arriver, étant donné qu'il y avait des signes quand même particuliers. Il faut s'en souvenir, c'est qu'en France, à cette époque-là, ça je l'ai écrit bien sûr, mais il y avait ce qu'on appelle toutes les 100 heures de vol, un avion qui était pratiquement arrêté pour un bon moment à cause des révisions. Donc pour avoir un avion en ligne, il fallait avoir en gros 3 avions en dotation. Et la Luftwaffe, qui savait, elle, à l'avance, qu'à telle date elle allait attaquer, avait fait ses réservations de potentiel. Et depuis plusieurs mois, on ne voyait pratiquement plus d'avions allemands sur le front français. C'était rien que ça, à mon avis, était un indice qui aurait dû mettre la puce à l'oreille à notre commandement, en disant ils sont en train de préparer quelque chose. Or, le système de l'organisation, plus exactement militaire français, était complètement anormal. On avait un système territorial où on avait nommé un colonel ou un vague général de brigade, en général de l'armée de terre, à qui on donnait des petits moyens, des poussières de moyens en artillerie, en aviation, parce que l'armée de l'air qui venait d'être, qui avait été après bien des difficultés créée en 1934, avait, et ça on a payé la note au moment de la débâcle, avait 30% de son potentiel qui finalement était réservé pour emploi à l'armée de terre, ne sachant d'ailleurs pas exactement comment ils allaient l'employer. Tant et si bien que certaines unités françaises de l'armée de l'air étaient dans l'incapacité d'instruire leurs éléments en fonction d'une mission qui était précise. Finalement, il y avait donc des gens qui, au moment où la guerre a été déclarée, ne savaient pas comment l'armée de l'air allait être employée. C'est scandaleux. Alors que les Allemands, eux, avaient des grandes unités, avec tous les moyens, y compris aériens, mais qui étaient aux ordres d'un patron, avec des moyens radio exceptionnels pour l'époque, mais qui fonctionnaient en Allemagne et que chez nous, nous ne connaissions pas. Qu'on me cite un cas où un avion français a pu, en 1939, prendre contact par radiophonie, par exemple, entre un pilote et puis un élément à terre. Je mets au défi qu'on me dise que ça a eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. On arrivait difficilement à avoir simplement des téléphones de bord entre, dans un équipage par exemple, lorsqu'il y avait un bombardier à l'avant, un pilote au milieu et un radiomitrailleur à l'arrière, eh bien, à part le téléphone, à l'intérieur même de l'équipage, c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Alors, en un mot, nous n'étions pas prêts pour
nous opposer à l'organisation allemande qui, elle, avait vraiment un temps d'avance sur nous et sur tout. Voilà. Et mes difficultés de santé m'amènent donc pour une permission, ou plus exactement une convalescence d'1 mois à mon domicile en Bourgogne. C'était assez inespéré. J'arrive donc en Côte d'Or au début mai et je retrouve ma famille. Ma mère est assez surprise de me voir, elle ne m'attendait pas. Et bien sûr, je fais le tour de la famille, et puis je vois cette fameuse attaque du 10 mai, qui se traduit très rapidement par un nombre incalculable de réfugiés qui passent par la Bourgogne, qui ne savent d'ailleurs pas tellement où ils vont, mais ils vont vers le sud. Alors là-dedans, on trouve effectivement des gens, des Hollandais, on trouve des Belges, des gens du Nord, et qui pensaient aller vers le sud de la France en se disant c'est peut-être par là une boîte de sécurité, ce qui était évidemment dans l'état des choses absolument contraire à ce qui allait se passer. Tant et si bien que moi je me retrouve avec une ville de Dijon ouverte, hein, et c'est-à-dire que les réfugiés par 10 ou 15 000 arrivent dans une ville où plus rien ne fonctionne. Tout est, je ne veux pas dire à l'abandon, ou presque. Et en l'occurrence, la municipalité de Dijon, qui était une municipalité socialiste, monsieur, qui était maire de Dijon, avait quitté avec le conseil municipal la ville, tant et si bien que les réfugiés pensaient trouver un appui en arrivant dans cette ville, mais ils ne trouvaient rien du tout. Et moi, voyant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais rentrer, essayer de retrouver mon unité qui était à Carpiquet, à côté de Caen. Le départ de Dijon vers mon unité, qui était normalement censée être à Carpiquet, est voué à l'échec, avec beaucoup de difficultés sur lesquelles je passe, mais que j'explique parfaitement dans mon livre. Je me retrouve à Rennes, Rennes-Saint-Jacques, où enfin je trouve un avion, un Potez 540, dont on voit la silhouette ici, et je le reconnais parce que c'était un avion qui était très volumineux, aile haute, sombre, peinture vert foncé, et il était donc sur la base de Rennes, et je découvre un mécanicien, le sergent-chef Berthaud, B-E-R-T-H-O, qui me reconnaît et qui se trouvait tout seul avec son avion pour un changement moteur. Alors je passe sur les périphéries pendant 4 jours. Nous avons réussi à trouver un moteur, à le mettre en place, malgré des attaques allemandes dont je parle dans mon livre, où j'ai à côté de moi un pilote d'avion léger qui est tué, et que j'essayais d'alerter en lui disant de se cacher. Il ne l'a pas fait, il a été tué à côté de moi. Et là, j'ai réussi avec Berthaud, nous étions donc 2 mécaniciens, et nous avons réussi à décoller cet avion dans de bonnes conditions, on ne l'a pas cassé. On se retrouve à Château-Bougon, et là, on a bien failli avoir la fin de notre aventure à ce moment-là. Il y avait tout un groupe de chasse de la Royal Air Force qui était prêt à décoller, et nous sommes arrivés alors que nous n'avions pas de radio. Nous sommes posés un peu comme nous pouvions, avec difficulté, et
euh, nous avons, au dernier moment, nous n'avions plus de frein sur notre avion. Et nous avons réussi à faire ce qu'on appelait dans le temps un cheval de bois, c'est-à-dire breaker tout à fond, un coup de moteur. Je pensais que l'avion allait d'ailleurs s'écraser, enfin casser son train d'atterrissage. Et non, il a tenu. On a coupé les moteurs, on s'est arrêté. Et là, on a vu un capitaine arriver en hurlant, en disant que nous bouchions la piste. Alors je lui ai dit, écoutez, calmez-vous, nous, on n'est pas pilote. Et l'avion, il est dans un état lamentable. Regardez, effectivement, on avait pris quand même 19 coups de mitrailleuse dans l'avion. Et c'était le début de l'aventure. Donc, nous redécollons avec des difficultés de Rennes, par contre de Château-Bougon, et nous rejoignons Saint-Jean-d'Angély. Et là, nous étions le 18 juin. L'armistice était demandé depuis le 17. Donc les Allemands faisaient encore des prisonniers et pour eux la guerre n'était pas finie. Et nous sommes interrogés bien sûr par les gens de la base aérienne de Saint-Jean-d'Angély qui nous demandent des nouvelles parce qu'ils étaient sans nouvelles, ils ne savaient pas où on était. On leur dit, écoutez, si vous ne faites rien, vous allez être fait prisonnier. C'est le moment ou jamais de prendre une décision. Et la décision a été prise avec un Farman 222-2. Je suis parti avec un équipage en Angleterre, donc le 20 juin, au matin, à 5 heures du matin, dans des conditions assez particulières que j'évoque également dans mon témoignage. Et nous sommes reçus de façon fort sympathique par les Britanniques, à qui nous proposons immédiatement d'entrer à leurs ordres pour aller bombarder Berlin ou ailleurs, ce que nous pouvions faire. Les Britanniques nous disent d'accord tout de suite, et nous étions 18 à bord de cet avion. Nous pouvions constituer 3 équipages et faire facilement une mission de guerre toutes les nuits. C'était facile. Et malheureusement, les Britanniques, pleins de bonne volonté, se sont aperçus rapidement que les bombes britanniques, malheureusement, n'allaient pas dans les lance-bombes français. J'espère qu'aujourd'hui, en 2014, bientôt, oui, eh bien, j'espère que la situation est différente et que nos avions, s'ils se posent en territoire britannique ou ailleurs, eh bien, ils peuvent être remis en niveau guerre. Je le souhaite. Nous étions donc dans le sud de l'Angleterre avec notre avion et voyant que nous étions dans l'incapacité de pouvoir faire des missions de guerre sur l'Allemagne, nous sommes regroupés avec d'autres équipages qui étaient venus de France. Dans le mois qui suit, nous allons nous retrouver à environ 400 aviateurs regroupés sur le terrain qui est à côté de Cardiff, en Cornouailles, et qui s'appelle Saint-Hathan, A-T-H-A-N, Saint-Hathan, voilà, qui était devenu une grande base aérienne où nous sommes accueillis très cordialement, mais nous sommes intégrés au système de Royal Air Force avec le paybook, avec tous les avantages militaires, et les Britanniques immédiatement pensent à nous transformer sur leurs avions, en l'occurrence, en ce qui me concerne, Blenheim 4 Longnose. L'avantage quand même, c'est que chaque fois que nous décollions avec des armes, c'est-à-dire les munitions, etc., prêts à accepter éventuellement un combat aérien s'il le fallait. Alors nous avions pas très loin de la base aérienne un centre de tir où nous pouvions nous entraîner en équipage. Et ça nous a servi parce que
lorsque nous avons quitté la France, les Britanniques eux-mêmes ont laissé en France un certain nombre d'avions, et notamment des Blenheim, comme le nôtre, et ils se sont servis de ces avions-là pour venir attaquer, et notamment là-bas, notre base de Saint-Nassan. Et nous avons appris par la suite que le Coastal Command, qui contrôlait un peu toute cette affaire, avait donné l'ordre aux chasseurs britanniques d'abattre tous les Blenheim qui étaient en l'air sur ce terrain pour empêcher les attaques. Mais nous ne le savions pas. Mais quand les chasseurs ont vu que nous étions en train de tirer sur des cibles, finalement, ils ne nous ont pas abattus. Un coup de chance. Voilà une anecdote, si vous voulez, qui a failli tourner mal, quoi. Ça en a failli de peu. Et c'est là que le corps expéditionnaire français a été constitué et nous faisions partie du premier groupe, le premier groupe qui s'appelait attendez, je me souviens plus, le James Squadron. James Squadron. Un nom anglais qui voulait peut-être dire beaucoup de choses. James, confiture, enfin oui. Voilà. Alors, au mois de début septembre, nous sommes partis, enfin, plutôt au mois d'août, nous sommes partis sur Liverpool, où nous avons embarqué à bord d'un bâtiment qui s'appelait le Penland, en ce qui nous concerne, et qui faisait partie d'un convoi, d'un grand convoi, dans lequel il y avait environ 4000 Britanniques militaires, et puis une demi-brigade française et nous. Et le voyage va durer assez longtemps, dans des conditions de confort très, très difficiles, car nous étions à cette époque soumis aux attaques sous-marines de la flotte allemande. Donc toutes les 3 minutes, on faisait 30 degrés à droite, 30 degrés à gauche, pour éviter les tirs des sous-marins. Et ça a duré quand même un bon moment, et nous nous sommes retrouvés, alors à une date qu'il faudrait peut-être préciser, mais je ne me souviens plus exactement, pour l'attaque de Dakar. Et chacun sait aujourd'hui que cette attaque de Dakar a été un échec pour nous, un échec pour De Gaulle. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus connues. Il y avait dans cette affaire un enjeu que nous ne connaissions pas, qui était quand même l'or de la Banque de France, dont une grande partie était entreposée en Afrique occidentale. Et que De Gaulle et les Britanniques pensaient récupérer pour l'effort de guerre allié. Malheureusement, l'échec de Dakar nous amène le 6 octobre exactement à Douala, où nous retrouvons le Cameroun, qui a été rallié d'abord par Eboué, qui a rallié en premier le Tchad, ensuite l'Oubangui-Chari, le Congo-Brazzaville et enfin le Cameroun. Et il reste l'enclave du Gabon, qui au départ était d'accord pour se rallier, mais Boisson, qui était le grand organisateur de la résistance, le grand organisateur de Vichy à Dakar, avait envoyé des moyens aériens et des moyens maritimes avec des officiers qui avaient prêté serment au général et qui allaient empêcher, bien sûr, par tous les moyens, de voir le Gabon basculer avec la France libre. Donc ça a été une fois de plus une guerre entre Français qui s'est terminée
le 11 novembre à Libreville, et l'ensemble de l'Afrique équatoriale française était complètement intégré à la France libre. Et c'est de là que nous sommes partis à Noël 1940 à Fort-Lamy, Fort-Lamy-Djamena aujourd'hui, où Leclerc avait décidé d'attaquer Koufra. Alors là, on en arrive à la bataille de Koufra. Gros problème pour nous, nous avions des avions qui étaient faits à tout point de vue pour marcher sur le vert gazon britannique, et nous allions nous trouver dans le sable. Et malheureusement, cet avion, qui était un bon avion, était alimenté par son carburateur par une prise d'air qui était en dessous du moteur. Et lorsque l'hélice brassait du sable, le moteur absorbait le sable, et en l'espace de quelques heures, on peut dire que le moteur était perdu. Donc il a fallu s'adapter très rapidement à tous ces problèmes, qui sont nombreux, mais comme je le disais tout à l'heure, l'avantage c'est que quand nous avions trouvé une solution, on l'appliquait immédiatement, et en général nous étions approuvés par la Royal Air Force très rapidement. Ça a été ensuite à Koufra les premières opérations. Donc nous n'avions pas, ça c'est important, nous n'avions pas de carte. Nous avions des canevas Mercator, et pour la navigation, il est évident que ce n'était pas l'idéal. Les premières missions ont consisté d'abord à faire des photographies du futur objectif de Leclerc, c'est-à-dire Koufra, et nous avons ramené des photos de l'Oasis qui ont permis à Leclerc de préparer son attaque. Et on peut dire que l'opération de Koufra a été une chance. On a eu une chance inouïe, car elle a bien failli très mal se terminer, pour des tas de raisons. Et une, notamment, c'est que il avait été prévu dans le plan de Leclerc qu'en cas que l'ordre d'attaque directe totale sur la forteresse elle-même de Koufra se ferait à la suite de l'envoi d'une fusée verte. Or, il s'est trouvé également qu'en pleine nuit, les Italiens, nous sentant à proximité, avaient prévu eux aussi une fusée verte pour demander l'appui de je ne sais quoi. Enfin, une fusée verte apparaît, et voilà tous les moyens français qui, en pleine nuit, au milieu des rochers qui émergeaient un peu du sable, partent à l'attaque. Et ça a failli se terminer très mal. Heureusement, ça s'est arrangé très bien. Je suggère à ceux qui veulent des détails sur cette opération de lire mon document. Au moins, ils seront renseignés complètement. Il faut se rappeler que Koufra, c'était quand même l'époque des avions à hélice. Et que Koufra, pour ceux qui ne le savent pas, qui est situé à 850 km au sud de Benghazi, était une plateforme de ravitaillement, car les avions qui décollaient de Tripoli et qui allaient dans la corne est de l'Afrique, où étaient installés très solidement les Italiens et les forces de l'Axe, eh bien, on était obligé de se ravitailler à Koufra. Et en prenant Koufra, on supprimait aux forces de l'Axe la possibilité de se ravitailler. Ce qui ne les a quand même pas complètement paralysés, étant donné qu'ils avaient quand même un avion magnifique qui s'appelait le Savoia Marchetti, et qui était un magnifique avion, et qui se permettait, en limitant sa charge, d'avoir une réserve d'essence supplémentaire et d'aller directement
dans la cornette de l'Afrique et en Abyssinie. Koufra était pour nous une victoire, bien sûr, mais aussi riche d'enseignements. Car là, on a vu toutes les difficultés qui pouvaient exister pour l'utilisation de nos avions dans des conditions particulièrement hostiles. Le sable, la brume sèche, etc. Et surtout, l'absence totale d'aide à la navigation. Donc les missions que nous avons effectuées sur Koufra étaient des missions qui, aujourd'hui, avec les mêmes moyens, seraient refusées, carrément refusées par les équipages. Nous avons obéi. Et malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Nous avons quand même un équipage qui n'a pas retrouvé sa base au retour, parce que l'émission durait quand même 5 heures, et on avait 5 heures et demie en gros d'autonomie. Donc retrouver sa base de départ, si on était égaré, avec une demi-heure de vol, c'était difficile. Or, ce qui est arrivé à cet équipage, voyant qu'ils n'allaient pas retrouver leur base, presque à bout d'essence, ils se sont posés sur le ventre, et malheureusement, on ne les a retrouvés que 19 ans plus tard, où on a retrouvé à peu près intacts les cadavres plus ou moins desséchés de nos camarades. Et là, une anecdote, mais je l'ai noté d'ailleurs, c'est que il s'agissait du sergent Le Calvez, qui était pilote, et qui a été le premier à décéder. Le navigateur bombardier était un réserviste de HEC, le lieutenant Claron, et dont on a retrouvé le cadavre desséché avec les plumes d'un charognard serré dans une main, qui prouve que le charognard était venu l'attaquer alors qu'il n'était pas encore mort complètement. Et le sergent-chef Devin a écrit jusqu'au bout, espérant être sauvé, et d'après les renseignements qu'on a retrouvés, il n'est mort que le 4 ou le 5 mars, c'est-à-dire presque un mois après ce crash malheureux. Donc, il est certain que si nous avions eu quelques heures de vol, on les aurait certainement retrouvés. Bon, pendant ce temps, nos avions rentrent bien fatigués et vont se refaire une santé à Bangui, qui était la base de récupération au point de vue comme maintenance. Donc nous se refont une santé à Bangui et nous rejoignons Khartoum. Il se trouve qu'une partie des éléments du GRB1, groupe de reconnaissance et de bombardement numéro 1, qui constituait l'ensemble des avions engagés à Koufra, va partir sur Khartoum et une partie va rester à Koufra et deviendra, dans un an, en gros, le groupe Bretagne. Et en ce qui me concerne, moi je rejoins Khartoum et nous sommes avec nos Blenheim au confluent ni le bleu ni le blanc, c'est-à-dire à environ un quart d'heure de vol de Khartoum, en plein désert, dans des conditions d'inconfort total. Et c'est à partir de là que nous allons engager la bataille en Érythrée et en Abyssinie, qui va se terminer. D'abord, j'ouvre une parenthèse, si vous voulez, pour l'Érythrée. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les Britanniques sont déjà engagés en Libye et que le ravitaillement, la logistique est obligée, partant d'Angleterre,
de passer par le cap de Bonne-Espérance, de remonter jusqu'à l'entrée de la mer Rouge, qui est verrouillée par une puissante base adverse, qui est Massawa. Eh bien, le Groupe-Bretagne, qui n'est pas encore nommé Groupe-Bretagne, mais qui fait partie du GRB1, qui deviendra le fameux groupe Lorraine, un peu plus tard, engage l'appui de nos troupes, et notamment la reddition de ce verrou qui est équipé d'artillerie de marine de très longue puissance, puisqu'ils peuvent tirer jusqu'à 25 km avec des obus extrêmement lourds, et qui, en plein jour, pratiquement interdisent le passage. Et il n'y a que les bâtiments qui peuvent passer de nuit, et pas toujours dans de bonnes conditions, qui peuvent arriver dans la mer Rouge pour assurer leur travail de ravitaillement. Donc, au mois de mai, la 13e demi-brigade participe à la prise de ce point d'appui, mais en arrivant, au lieu d'arriver par la mer, ce qui était impossible compte tenu de l'armement adverse, est arrivé par l'ouest, c'est-à-dire en venant par les montagnes, dans des conditions... Alors, il y a eu des livres décrits là-dessus. Là, dans mon document, j'explique quelles ont été ces batailles que nous avons appuyées. Et on peut dire que c'est la première vraie grande bataille que les Français libres, que la 13e demi-brigade, la 3e demi-brigade a engagée. Et donc, c'est une très belle victoire, dont, évidemment, en France, nous sommes en 1941, avril-mai 1941, et bien sûr, la presse française, en France, n'en parle absolument pas, puisqu'elle est aux mains de l'ennemi. Oui, alors, généralement, en France, les gens qui parlent de résistance disent, croient, à tort, que nous étions une armée régulière, donc avec tout le confort que peut espérer une armée normale, hein, avec des repas qui arrivent à heure fixe, normalement, avec des services de santé qui interviennent quand c'est nécessaire, et puis qui, dans le fond, au point de vue du confort général, ont tout ce qu'il faut. Eh bien, rien n'est plus faux, car nous étions dans l'inconfort total, par des températures incroyables. Khartoum, c'est, ne l'oubliez pas, un des points les plus chauds du globe, hein. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous laissiez, par exemple, une clé en plein soleil, et que vous la preniez avec les mains, vous aviez les mains brûlées. Parce que la chaleur de l'outil dépassait les 80 degrés avec l'exposition au soleil. Toucher l'avion lui-même, c'était se brûler. Et lorsque vous aviez, par exemple, un problème à effectuer dans la queue de l'avion parce que vous aviez un problème de roulette de queue qui ne marchait pas, ben je vous garantis que pour tenir un quart d'heure avec 70 degrés dans la carlingue, c'était quelque chose de terrible. Alors ça, c'est... Et deuxièmement, nous n'avions, au point de vue du service de santé, qu'une infirmerie, et qui était bien légère par rapport aux difficultés de santé que nous pouvions avoir. Alors, je peux dire que ceux qui croient que nous étions dans le confort, eh bien, se trompent énormément. Bon, je passe sur certaines difficultés, ne serait-ce que pour arracher une dent, ben, nous n'avions même pas d'anesthésie. Et c'était quand même... et en ce qui me concerne, j'ai quand même eu également 3 fois le scorbut. C'est pour vous dire que les régimes auxquels nous étions soumis étaient loin d'être agréables. La bataille d'Érythrée et
c'est nous qui venions de remettre le Négus en place, il faut s'en rappeler, et en même temps se préparait au Liban et en Syrie, surtout en Syrie, une nouvelle bataille, car les Allemands qui étaient déjà engagés au mois de juin, qui préparaient leur attaque en Russie vers les pétroles, c'était un des objectifs d'Hitler, avait prévu également une attaque vers les pétroles d'Iran en passant par la Syrie. Donc les Allemands avaient déjà, avec l'appui et la collaboration de Vichy, avaient déjà installé une base avancée à Rayak, notamment, et en Syrie. Donc, pour les Britanniques, ils ne pouvaient pas continuer leur bataille en Libye en laissant à l'arrière une base allemande qui prenait des proportions inquiétantes. Donc il fallait absolument attaquer c'était la nouvelle bataille de Syrie, où beaucoup de troupes britanniques, et notamment indiennes, et surtout sud-africaines également, avec l'armée britannique, plus la 13e de brigade française, vont attaquer en début juin la Syrie, et qui va demander presque un mois au moins d'opération. Et malheureusement, les Britanniques, à partir de ce moment-là, vont faire preuve d'une hostilité absolument incroyable envers De Gaulle, car bien que la France, qui avait mandat, après la guerre 14-18, d'organiser la partie de l'ancien empire turc au Liban et en Syrie, De Gaulle ne voulait pas intervenir en considérant que lui, Français libre, c'était pas son rôle de prendre la direction de ce terrain. Mais devant l'hostilité des Britanniques, il a été obligé de prendre position et d'arriver jusqu'à donner donc l'indépendance, à proposer l'indépendance au Liban et à la Syrie. Malheureusement, nous n'avions pas assez de fonctionnaires en place, et ce sont finalement souvent des fonctionnaires vichistes qui ont assuré le fonctionnement du Liban, dont on connaît aujourd'hui toutes les difficultés. Et quand on voit ce qui se passe actuellement au Liban et en Syrie, eh bien, il faut remonter à cette époque pour comprendre certaines choses. En fin 1942, je me retrouve affecté à Pointe-Noire, Libreville, Douala, où de là, j'accomplis des missions de Coastal Command, qui sont pour moi certainement les missions qui ont été les plus difficiles au point de vue physique. Je m'explique. Imaginez, nous avions un convoi, par exemple, d'une 50aine de bâtiments, protégés avec 1 ou 2 bâtiments de guerre, et ces bâtiments étaient obligés de louvoyer toutes les 3 minutes pour éviter les attaques de sous-marins. Mais à partir du moment où nous étions là, ils pouvaient mettre pleine puissance et ils ne louvoyaient plus, compte tenu du fait que nous étions censés les protéger. Ceci étant, il faut replacer ces missions dans le cadre
de ce que j'appelle le pot de chambre de l'Afrique, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le golfe de Guinée, au sud. Alors, la côte est-ouest, ou ouest-est, comme on veut, de Lagos, et ensuite Douala, qui est au virage, et après, c'est une côte qui est nord-sud. Mais avec des plafonds de 30, 40, 50 mètres de plafond dans la brume, avec aucune référence horizontale. C'est-à-dire que la couleur du ciel et la couleur de l'eau sont pratiquement semblables. Et voler pendant 4 heures, 5 heures, comme c'était le cas, autour de ce qu'on voit, sans le perdre de vue, sans horizon, je vous garantis que c'était éprouvant à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et que chacune de ces missions, qui était effectivement très rentable, car un ensemble de 50 navires qui peut mettre toute sa puissance et qui n'a plus à louvoyer, c'est une économie incroyable par rapport à ce qui pouvait leur arriver autrement. Et bien là, on les conduisait depuis Lagos, pratiquement pas loin de Sainte-Hélène. Et après, ils étaient repris en main, ils repassaient par l'Afrique du Sud et remontaient vers la corne est de l'Afrique pour passer la mer Rouge, pour ravitailler. Voilà donc de ce que la France a fait qui était très important. Parallèlement à ça, des avions en caisse étaient déchargés à Lagos, mis en condition de vol, et rejoignaient la zone des combats, donc au nord en Libye, en passant par le Tchad. Et moi je me suis trouvé donc début 41 avec Gary de Casselve, c'est-à-dire qui est bien connu, Robin Gary, où j'étais dans la même chambre que lui, parce que nous étions chargés d'évaluer les avions qui arrivaient pour savoir s'ils étaient opérationnels ou pas. Et je suis resté 1 mois avec lui en compagnie, où nous avons échangé beaucoup de souvenirs. Il me posait beaucoup plus de questions qu'il me donnait de réponses sur lui-même. Mais enfin, je savais en gros comment il avait rejoint la France libre, quelles étaient ses opinions, etc. etc. Voilà, alors je peux dire que je l'ai bien connu de façon relativement, d'égal à égal. Lui, il était sergent comme moi. Voilà. Ensuite, je suis reparti donc faire l'Érythrée et je suis revenu donc après le Coastal Command, début 1943, je suis revenu au Tchad, où j'étais appelé pour remplacer, pour reprendre une place au groupe Bretagne qui avait été constitué donc fin 41, en janvier 1942, lorsqu'il était à Koufra en occupation. Parce qu'on surveillait la partie sud des moyens qui étaient en opération au nord, et le groupe Bretagne assurait donc cette permanence depuis Koufra, c'est-à-dire la zone sud des opérations qui se passaient en Abyssinie, en Libye. Voilà. Alors, de là, je rejoins donc le groupe Bretagne à Noël 1943. Voilà. Et c'est la deuxième opération du Fezzan, tripolitaine, mais cette fois c'est la conquête, avec la colonne Leclerc que nous appuyons. Bon, la campagne démarre grosso modo à Noël,
1943 et se termine en février, glorieusement. Je ne vais pas reprendre le détail des opérations du Fezzan tripolitaine, elles sont bien expliquées dans mon bouquin. Je peux dire que Leclerc a eu beaucoup de chance d'avoir en appui le groupe Bretagne, plus d'une fois, et que, en dehors des félicitations très générales de Gaulle, nous n'avons jamais eu une marque de sympathie particulière de la part de Leclerc. Pour lui, avion égale camion ou artillerie à longue distance. Voilà à peu près la conception que Leclerc avait de l'avion. La fin des opérations de la conquête du Fezzan tripolitaine se termine en février 1943 et dans la foulée, nous allons être bloqués pendant encore un moment à Sebha, qui était un ancien fort bâti par les Turcs. Ça remonte très loin. Nous rejoignons ensuite Ben Gardan, dans le sud tunisien, pensant que nous allons participer à la campagne de Tunisie, mais nos avions sont tellement fatigués qu'on est obligé d'avoir recours avec beaucoup de difficultés, car les rapports entre Britanniques et Français libres sont plutôt difficiles, et quand on veut du matériel, c'est la croix et la bannière pour en avoir. Mais enfin, nous arrivons quand même à remettre une douzaine d'avions à peu près en état, et compte tenu de l'évolution des menaces et des attaques susceptibles d'être amenées, nous savons que nous avons intérêt peut-être à nous orienter vers le vol de nuit, et nous nous entraînons pour préparer cette capacité nouvelle, ce que nous faisons. Et de là, au mois alors De Gaulle vient nous inspecter en avril, autant que je m'en souvienne, c'est marqué dessus, et lui-même a des grosses difficultés avec les éléments en place en Algérie, et il nous dit carrément, en venant nous voir, vous ne devez plus rien y comprendre, mais rassurez-vous, la guerre continue pour nous, et en ce qui concerne le groupe Bretagne, le maréchal, le patron de l'URSS à cette époque-là, Staline, serait très honoré que le groupe Bretagne vienne à côté du Normandie-Niemen, mais dans une autre spécialisation. Et nous avons appris entre-temps que nous allions passer sur avion Stormovitch, qui était l'avion qui était blindé et qui était fait pour attaquer face à face les blindés allemands. Bon, eh bien l'affaire ne s'est pas faite pour des raisons que j'explique dans mes documents, et nous rejoignons à ce moment-là le Liban, et nous ne savons pas très bien comment ça va se passer, mais nous recevons l'ordre très rapide, si au lieu d'aller en URSS, de rejoindre l'US Air Force à Tellerma, où une OTU est en place, et nous allons passer donc sur B-26 Marauder. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que le groupe s'étoffe. Nous passons à environ 400 dans ce groupe. Et nous sommes prévus pour travailler avec 5 autres groupes de maraudeurs français, c'est-à-dire environ 120 maraudeurs, qui va constituer
une force adaptée à la première armée française dans le futur. Dans un premier temps, nous allons rejoindre la Sardaigne en mai 1944 et nous attaquons tout de suite dans la bataille de Rome, qui va durer jusqu'au mois de... jusqu'avant le débarquement, jusqu'avant le débarquement en Provence, du 15 août 1944. Là, j'ouvre une parenthèse, on parle toujours du débarquement en Normandie, très rarement du débarquement de Provence. Alors qu'en Provence, c'était surtout des unités françaises, avec la marine retrouvée, hein, qui a fait un beau travail. Bon, entre-temps, il y a eu l'histoire de Corse, je passe là-dessus. Hein. Et en ce qui nous concerne, nous avons une nouvelle tactique de travail. Il faut quand même que j'en parle un petit peu. C'est-à-dire que nous sommes des bombardiers de jour et nous allons chez l'adversaire en plein jour, malgré la flaque, malgré la chasse, et nous effectuons des missions de destruction sur les arrières, missions ponctuelles sur les ponts, tout ce qui est dépôt de munitions. Enfin, ce ne sont pas des objectifs larges, ce sont des objectifs très réduits, très précis, car nous, notre force consiste à voler très près l'un de l'autre, aile dans aile, car notre puissance de feu est dans, d'une part, le nombre de... Enfin, les mitrailleuses. Nous avons 2 tonnes de munitions, rien que 2 tonnes de munitions, rien que pour nos mitrailleuses. Alimentées par des boosters, c'est-à-dire des moteurs, qui accélèrent la cadence de tir. Et ce que je peux vous dire, c'est quand un chasseur allemand venait attaquer notre formation, car je n'ai jamais fait une mission à moins de 18 avions. C'est-à-dire 2 blocs de 6. 3 blocs de 6, pardon. 6, 6, 6. Et lorsqu'un chasseur allemand attaquait au canon, fatalement, après son attaque, il était obligé de passer dans l'entonnoir d'efficacité de nos tirs. C'était 1 tonne de munitions qui lui arrivait sur la veille. Et on peut dire que eux, ils avaient un avantage, c'est qu'ils ouvraient le feu avec les canons de 20 à environ 800 mètres. Mais nous, à partir de 600 mètres, c'était terrible pour le chasseur. Il n'avait aucune chance de s'en tirer. Tant et si bien qu'à la fin, il n'attaquait que très rarement. Par contre, nous avons à subir l'ADCA allemande, qui était d'autant plus intense lorsque notre objectif était important pour eux. Lorsqu'il s'agissait par exemple d'un pont qui commandait le passage vers le front, et que si nous détruisions ce pont, il ne pouvait plus passer, eh bien, il y avait de la DCA très importante. DCA extrêmement précise. Alors nos attaques, j'explique dans mon livre exactement comment se passait une mission, dans le détail, car aujourd'hui les gens croient qu'il suffisait de monter dans un avion, appuyer sur un bouton, mettre en route et on partait à la guerre. Non, une mission de guerre, elle se déclenchait, mettons, à minuit, en ce qui concernait l'ordre, pour un décollage à 9 h du matin, avec briefing préalable, et à l'arrivée au retour, 5 heures après, débriefing, et enfin libéré en fin d'après-midi, pour recommencer des fois le lendemain exactement la même chose. Alors tout ça, je le raconte dans le détail, et je pense que pour les gens qui ne savaient pas comment se passaient les missions, c'est intéressant pour eux. Alors de fil en aiguille, lorsque nous avons quitté la Sardaigne pour rejoindre, après le débarquement dans le sud de la France, nous avons rejoint Istres, et au fur et à mesure que le front avançait, nous avons acheminer nos attaques au fur et à mesure, d'abord en France et surtout en arrivant pour la bataille d'Alsace, hiver
44-45, particulièrement rigoureux, qui a été difficile aussi bien pour les aviateurs que pour les gens qui étaient au sol. Et pour les gens qui sont du secteur de Dijon, je leur conseille d'aller vers le monument qui a été instauré en souvenir de l'action des groupes 319, 320 de l'US Air Force, et puis les 6 groupes français qui étaient intégrés à cette Air Force, hein, et qui ont eu une action déterminante dans la bataille d'Alsace, et notamment l'attaque des ponts du Rhin, qui a été très douloureuse, puisque avec les Américains, nous avons perdu, qui étaient basés donc avec nous, auxquels nous ayons intégrés, nous avons perdu 27 équipages, rien que sur les ponts du Rhin. Un équipage, je le rappelle, c'était quand même minimum 6, 2 pilotes, navigateurs ou bombardiers, ou des fois navigateurs et bombardiers pour les équipages leaders, mécaniciens, mitrailleurs de queue, mitrailleurs de sabord, c'est-à-dire 3 mitrailleurs rien qu'à l'arrière. Donc cette partie de guerre a été extrêmement dure et s'est poursuivie, on peut dire, jusque en Autriche. Voilà. Et ça a été la fin de la guerre, donc en 1945, le 8 mai. Et moi, à ce moment-là, j'ai été affecté en Yougoslavie, où je suis arrivé juste au moment de la fin de la guerre. Alors j'ai participé, si vous voulez, aux festivités de la fin de la guerre à Belgrade, à côté des troupes de Tito. Alors là, j'ai une parenthèse à dire, c'est que j'ai pu voir ce que les partisans de Tito ont fait pendant la guerre, et que en moins d'un an, les soviétiques voulaient intégrer Tito au pacte de Varsovie. Tito a refusé, il est resté indépendant, et finalement, Staline n'a pas osé attaquer la Yougoslavie parce que Tito avait appliqué ce qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire, à laquelle personnellement je crois beaucoup, car nous pourrions, compte tenu de l'état dans lequel nous nous trouvons avec Vigipirate Plus, donc avec la menace qui est celle d'aujourd'hui, je pense que la défense opérationnelle du territoire, telle que nous l'avions conçue après le retour de De Gaulle en 1958 et la fin de la 4e République, eh bien nous pourrions aujourd'hui constituer un système de protection particulièrement efficace et pas cher. Je pense à ce qu'on appelait les groupes les escadrilles de défense opérationnelle du territoire affectées à la défense et à la disposition des préfets qui avaient des problèmes. Voilà, alors ça on pourrait en parler, ça c'est autre chose.